Merci, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ces journées de printemps de la Société marocaine de neurologie. Je tiens tout d'abord à remercier le bureau de la SMN pour cette invitation. Donc ma présentation pour aujourd'hui, il va porter tout d'abord sur l'OCT, ou c'est ce qu'on appelle la tomographie par cohérence optique, et particulièrement réalisation et interprétation, avec un petit mot sur les indications. Donc déjà pour commencer, la tomographie par cohérence optique, c'est une technique d'imagerie médicale qui est non invasive, qui est reproductible et qui permet d'analyser quantitativement et qualitativement la tête du nerf optique, particulièrement la couche des fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires, donc qui est un marqueur des lésions axonales. Il permet également d'analyser d'une manière quantitative et qualitative le macula d'une manière globale et plus précisément la couche des cellules ganglionnaires, ou c'est ce qu'on appelle le GCL, qui est un marqueur des lésions neuronales. Donc de point de vue neurologique, l'analyse de ces deux zones anatomiques par la tomographie par cohérence optique, il permet tout d'abord de confirmer, quantifier et suivre l'évolution d'une atteinte des voies visuelles antérieures, et deuxièmement, il permet d'éliminer une pathologie maculaire qui peut mimer une atteinte des voies visuelles antérieures. Donc actuellement, comme vous le savez, une perte axonale ou neuronale au niveau du système nerveux central ne peut pas être quantifiée d'une manière précise avec les technologies disponibles actuellement, et puisque la rétine et le nerf optique qui font partie du système nerveux central, on dit qu'actuellement l'OCT, il permet d'ouvrir une petite fenêtre sur ce qui se passe au niveau du cerveau. C'est pour cela qu'on commence un petit peu à s'intéresser à l'utilité d'un certain nombre de paramètres de l'OCT pour l'évaluation de l'activité d'un certain nombre de pathologies neuro-inflammatoires, en particulier la sclérose en plaques. On commence également à s'intéresser même à l'utilité d'un certain nombre de paramètres de l'OCT dans les troubles cognitifs légers pour dépister et diagnostiquer précocement la maladie d'Alzheimer. Donc si on fait une petite recherche sur PubMed et on utilise comme mèche l'OCT et Neurological Disease, vous allez constater que l'OCT ne s'est imposé en neuro-ophtalmologie que récemment. Donc, et le premier champ d'application de l'OCT en neuro-ophtalmologie, c'était la sclérose en plaques, et ceci dans les années 90, lorsqu'un groupe d'experts a prouvé la présence d'une diminution de l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses rétiniennes chez des patients porteurs de sclérose en plaques avec ou sans antécédent de neuropathie optique. Donc, puis par la suite, dans les années 2000, vous allez constater qu'il y a une petite flambée des publications qui traitent l'intérêt et l'utilité de l'OCT dans le diagnostic et le suivi de pas mal de pathologies neuro-ophtalmologiques. Donc, quel est le principe de la tomographie par cohérence optique? Donc, finalement, c'est un appareil qui va émettre un rayon lumineux, d'accord? Et l'image qui va être reconstruite reconstruite finalement, il dépend du principe d'absorption et d'émission de ce rayon lumineux par les tissus biologiques analysés. Et ce rayon, donc, qui est réfracté par les tissus biologiques, on va analyser sa fréquence pour qu'on puisse finalement reconstruire l'image finale qu'on va obtenir à l'OCT. Donc, la tomographie par cohérence optique. Quels sont les différents sites qui vont être analysés par la tomographie? Donc d'abord, c'est une coupe transversale du globe oculaire. Donc vous allez constater que les différentes couches du globe oculaire, ils sont constituées de la couche la plus externe à la couche la plus interne par la sclère, la choroïde et la rétine. Les deux sites qui vont être analysés par la tomographie par cohérence optique sont principalement la macula en haut et la papille en bas. Donc, l'OCT, il va analyser... Donc, l'OCT, merci. Donc, l'OCT, il va analyser les deux sites au niveau de la rétine. En haut, c'est la rétine centrale ou la macula, puis en bas, la papille. Quand on parle de la papille, c'est plus précisément l'analyse des fibres nerveuses péripapillaires. Donc, contrairement à ce qui se passe au niveau de la macula, donc l'OCT, il va analyser les différentes couches de la macula pour pouvoir écarter une pathologie maculaire, puis par la suite, il va s'intéresser à cette couche supérieure des cellules ganglionnaires.
Donc, et c'est ce qu'on appelle donc, le GCL, mais malheureusement, toutes les OCT qui sont disponibles actuellement, ils n'arrivent pas à analyser d'une manière précise cette couche des cellules ganglionnaires. Donc, ça va toujours inclure la couche qui est juste au-dessous, qui est la plexiforme interne, ou c'est ce qu'on appelle l'IPN. Donc, qu'en est-il de la réalisation de l'OCT? Donc, est-ce qu'il y a des limites à la réalisation de l'OCT? Oui, si le patient et les grabataires n'arrivent pas à se maintenir en position assise, on ne peut pas réaliser la tomographie par cohérence optique. Une exigence, c'est qu'il faut que les milieux ils doivent être transparents, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir d'opacité cornéenne, il ne doit pas y avoir de cataracte. Le vitré, il doit être transparent pour qu'on puisse avoir accès à ce qui se passe au niveau de la rétine. Donc la troisième exigence, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'anomalie papillaire. Donc par exemple, un type de dispersion papillaire ou de papille de forme myope. Donc c'est-à-dire la papille doit être tout à fait normale. Donc est-ce qu'il y a une préparation particulière à faire avant de réaliser l'OCT? Donc généralement avec les OCT présents actuellement sur le marché, on ne fait pas recours à des dilatations. Donc sauf si la pupille elle est tellement rétrécie, dans ce cas-là on peut dilater les patients. Et quand on dilate les patients, donc on fait recours à des collyres midriatiques et la durée de la dilatation, il peut varier entre 10 à 20 minutes. Donc sinon, c'est un examen qui doit être réalisé en position assise. Toujours, il faut vérifier le contact entre le front et la tétière, le contact entre le menton et la mentonnière, et on demande toujours aux patients de fixer un repère lumineux pendant l'acquisition des images. Donc les deux yeux, ils vont être analysés successivement. Donc, quelle est la durée du test? Donc, généralement, pour analyser les deux yeux, si le patient est coopérant et arrive à fixer le stimulus lumineux lancé par l'appareil, donc c'est un examen qui va durer en moyenne 10 minutes. Donc, j'insiste sur un élément qui est très intéressant. Lorsqu'on veut réaliser une tomographie par cohérence optique, il faut toujours insister sur l'insertion des données du patient et en particulier l'âge. Pourquoi? Parce que toutes les données du patient, ils vont être analysées à des valeurs normales par rapport à l'âge qui existent sur la base de données normatives de l'appareil. Donc finalement, quand on parle de l'OCT en neuro-ophtalmologie, l'analyse de l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses rétiniennes, ou c'est ce qu'on appelle le RNFL, l'analyse de l'épaisseur du GCL et l'analyse globale de la macula, ils doivent s'enchaîner au cours du même protocole d'acquisition parce qu'ils ramènent des informations qui sont différentes et complémentaires. Donc, comment va se dérouler l'examen? La patiente assise confortablement sur une chaise. Donc, sur une interface, on va choisir le protocole adapté à la pathologie, qui est une pathologie neuro-ophtalmologique. Une fois les images y sont prises, vous aurez des résultats qui seront affichés sur l'écran du PC connecté à l'appareil. Donc, vous aurez à interpréter 3 relevés. Donc, un relevé qui va permettre une analyse globale de la macula pour écarter une pathologie pouvant mimer une atteinte des voies visuelles, c'est-à-dire pour écarter un diagnostic différentiel d'une atteinte des voies visuelles. Vous aurez également à interpréter en haut et à gauche le relevé qui va analyser l'épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires, et en haut et à droite, vous aurez à interpréter le relevé qui va analyser l'épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires. Donc bien sûr, on va commencer par le relevé qui va analyser d'une manière globale la macula pour qu'on puisse d'abord écarter un diagnostic différentiel d'une atteinte des voies visuelles. Donc, et quand on parle toujours d'un relevé, il faut commencer par la partie supérieure de ce relevé-là. Il faut vérifier les données du patient et j'insiste toujours à ce que l'âge du patient soit mentionné sur ce relevé parce que toutes les données du patient par la suite, ils vont être comparées à des valeurs normales par rapport à l'âge. Donc, la troisième des choses, c'est qu'il faut vérifier la qualité de l'image. Et qui dit qualité de l'image, dit puissance du signal, qui doit être généralement supérieure à 50. Donc, cette carte-là, généralement, ça concerne plus les pathologies ophtalmologiques. Donc, c'est à l'ophtalmo de l'interpréter, mais on va essayer un petit peu de voir globalement de quoi s'agit-il. Donc, en haut de ce relevé, vous allez trouver l'analyse qualitative de la macula. En bas, vous allez trouver le schéma des différentes couches de la macula en bas, de bas en haut. Sur cette analyse qualitative, les différentes couches, ils vont être représentées
par une succession de lignes hyperréflectives et hyporéflectives. Donc ces lignes-là, ils doivent être régulières, continues. Il faut toujours écarter la présence d'une image hyper ou hyporéflective au niveau des différentes couches de la macula, où il faut également écarter tout ce qui est décollement de ces différentes couches. Cette analyse qualitative de la macula, elle doit être complétée par une analyse quantitative sur ce qu'on appelle la cartographie de l'épaisseur maculaire en code couleur. Et ce que j'aimerais bien vous dire, c'est que quand on parle de la tomographie par cohérence optique, à chaque fois que vous avez une valeur numérique, elle va être toujours accompagnée d'un code couleur. Parce que vous allez me demander quelle est par exemple la valeur normale de l'épaisseur de la macula. Je vais vous dire que c'est une valeur qui varie en fonction de l'âge. Donc si cette valeur est accompagnée par exemple par un code couleur vert, donc on est dans le normal. S'il est accompagné par un code couleur jaune ou rouge, on est dans la normale. Donc l'épaisseur maculaire centrale moyenne est d'environ 265 micromètres, mais retenez toujours l'association d'une valeur numérique à un code couleur. Donc l'objectif de cette analyse globale de la macula, c'est d'écarter un diagnostic différentiel qui peut mimer une atteinte des voies visuelles antérieures. Donc c'est une exigence avant de commencer l'interprétation de l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses rétiniennes ou du complexe ganglionnaire, il faut toujours écarter une atteinte maculaire, passer inaperçue à l'examen ophtalmologique sur cette carte d'analyse globale de la macula. Donc, on a analysé la carte c'est-à-dire qui va nous permettre d'écarter ce diagnostic différentiel. Puis par la suite, on va passer à la carte qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est la carte du RNFL ou la carte de l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses péripapillaires. Donc voilà, comme d'habitude, il faut toujours analyser l'entête du relevé. Puis par la suite, vous allez constater que cette épaisseur de la couche des fibres nerveuses péripapillaires, elle va être représentée de différentes manières sur une carte colorimétrique, puis par la suite sur une carte de déviation, sur une représentation graphique, une représentation une secteur. Et en fin de compte, vous allez trouver l'analyse quantitative de cet RNFL. Donc, qu'en est-il de la représentation sur la carte colorimétrique? Donc, vous allez constater, donc tout ce qui est normal va être à droite, tout ce qui est anormal va être à gauche. Donc, la représentation de l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses péripapillaires, elle va être représentée sous forme d'un code couleur. Donc, l'aspect global, c'est l'aspect d'un aile de papillon, avec une symétrie entre le supérieur et l'inférieur. D'accord? Les couleurs chaudes, ils correspondent à des zones très épaisses. Les couleurs froides, ils correspondent à des zones moins épaisses. Qu'est-ce qu'il faut chercher comme anomalie? C'est d'abord la symétrie entre le supérieur et l'inférieur, et c'est ce que vous allez constater de l'autre côté. Et en plus de ça, vous allez rechercher une encoche de bleu dans la zone rouge et jaune. Qui dit encoche en bleu, dit une zone où l'épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes est diminuée. Donc, cette analyse, elle va être complétée également par la carte de déviation, la carte des écarts. Ça veut dire quoi, la carte des déviations? C'est-à-dire c'est une carte où on compare tout ce qui est valeur du patient à des valeurs normales par rapport à l'âge pour pouvoir identifier des points qui sont situés en dehors de l'intervalle de confiance. Et ces points-là, dès qu'ils prennent un code couleur rouge et jaune, donc c'est une zone où il y a une diminution de l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses à ce niveau-là. Donc, puis par la suite, l'épaisseur du RNFL va être représentée sous forme d'un graphe, et c'est ce que vous allez voir en bas. Donc, la courbe en noir représente l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires, donc du patient, en nasal, en supérieur, en temporal, en inférieur de la papille. Lorsque la courbe, il est dans le couloir vert, c'est-à-dire on est dans le normal, dès qu'elle est dans le couloir rouge et jaune, on est dans la normale. Donc, et finalement, donc, cette épaisseur, il va être également représentée sous forme de secteurs, supérieur, inférieur, nasal et temporal. On va également avoir des chiffres qui représentent l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses rétiniennes dans les différents secteurs, et chaque valeur numérique, elle va être également accompagnée d'un code couleur. À chaque fois qu'on est dans le vert, on est dans le normal. À chaque fois qu'on est dans le rouge et le jaune, on est dans la normale. Et on va finir par la suite par donner une valeur numérique de l'épaisseur moyenne de la couche des fibres nerveuses rétiniennes. Donc la valeur moyenne, donc elle varie également en fonction donc de l'âge.
Généralement, ces OCT, ils nous donnent une comparaison entre l'œil droit et l'œil gauche. Donc, on a analysé le relevé c'est-à-dire le relevé de l'analyse globale de la macula. On a analysé également et interprété le relevé de l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires. Et on va finir par la suite par l'analyse de l'épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la colonne qui est au milieu, qui va analyser cette épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires. Également, on trouvera une représentation en carte colorimétrique, une représentation sous forme d'une carte de déviation et une représentation sous forme de valeurs numériques accompagnées d'un code couleur. Donc, en ce qui concerne la représentation sur une échelle colorimétrique, c'est la même chose pour le RNFL. Tout ce qui est couleur chaude, ça correspond à des zones très épaisses, couleur froide à des zones beaucoup moins épaisses. Ce qu'il faut rechercher, c'est une asymétrie entre le supérieur et l'inférieur sous forme d'une petite encoche de couleur bleue dans la zone chaude. Donc également la carte de déviation, c'est une carte où on compare les valeurs normales du sujet à des valeurs, les valeurs du patient à des valeurs normales par rapport au sujet pour rechercher des points qui sortent de l'intervalle de confiance qui est défini par l'appareil. Donc à chaque fois qu'il y a une zone qui prend un code couleur rouge ou jaune, donc c'est une zone où il y a une diminution de l'épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires. Et finalement, donc l'appareil, il va nous donner une valeur moyenne de la couche des cellules ganglionnaires qui est toujours accompagnée d'un code couleur. Donc pour finir, quand est-ce qu'on peut utiliser la tomographie par cohérence optique? Donc la tomographie par cohérence optique, on l'utilise généralement donc, pour le suivi d'une neuropathie optique, c'est-à-dire pour quantifier l'importance de la perte des fibres nerveuses rétiniennes et des cellules ganglionnaires dans le cadre d'une neuropathie optique. Donc on peut également l'utiliser dans des pathologies tumorales compressives des voies visuelles et en particulier dans le bilan préopératoire d'un adénome hypophysaire et on peut également l'utiliser dans le suivi d'un œdème papillaire. Concernant les neuropathies optiques, le message que j'aimerais bien vous passer, c'est quand on est devant une poussée aiguë de neuropathie optique, donc quand on fait un OCT, donc généralement l'OCT il va être normal. Pourquoi? Parce que la perte axonale, il commence après le 2e mois, il va se stabiliser entre 6 et 12 mois. C'est pour cela qu'il faut toujours refaire un OCT après 6 mois. C'est sur cet OCT-là, donc de 6 mois, qu'on peut quantifier la perte des fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires. Donc, pour l'épaisseur du RNFL dans le cadre d'un bilan préopératoire d'un adénome hypophysaire, donc c'est une exploration qui va nous permettre d'adresser un pronostic sur le pronostic visuel par la suite. Donc, si l'épaisseur il reste supérieure à 85 micromètres, donc on va dire que le patient il va quand même récupérer sur le plan acuité visuelle et sur le plan anomalie du champ visuel. Donc on va finir finalement par le RNFL dans le cadre d'un œdème papillaire. Donc ce que j'aimerais bien vous passer comme message, c'est que quand on réalise l'OCT, l'OCT ne permettra jamais de confirmer le diagnostic de l'œdème papillaire. Et en plus de ça, quand on a un œdème papillaire qui est très important, donc on ne se fie jamais à l'OCT pour le suivi de l'évolution de l'œdème papillaire. Oui, oui. Avant de passer, parce qu'en fait, c'est deux choses un peu différentes, oui. Donc, en fin de compte, quel est son intérêt dans l'œdème papillaire? Donc finalement, quand on l'utilise dans l'œdème papillaire, lorsqu'il s'agit d'un œdème papillaire modéré, d'accord? Donc son intérêt, c'est de suivre l'évolution, mais tout en comparant les données de l'OCT à ce qui se passe au niveau de l'examen clinique. Parce que le problème, il y aura une diminution de l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses rétiniennes, mais on ne peut pas savoir. Est-ce que c'est une diminution qui est en rapport avec une amélioration ou avec une évolution vers l'atrophie carrément? Donc,
l'intérêt de l'OCT dans l'œdème papillaire, il est un petit peu... Oui. Donc il faut toujours faire attention à son utilité dans le cadre du suivi de l'œdème papillaire. Je ne serais pas tout à fait d'accord. Hein. Je ne serais pas, parce que l'utilisation... D'ailleurs, nous, on l'utilise pratiquement jamais dans la sclérose en plaques, parce que de toute façon, dans la sclérose en plaques, souvent l'OCT est tout à fait normal, et de toute façon, ça n'a pas un intérêt pour le diagnostic, généralement, dans la sclérose en plaques. Nous, par contre, on utilise beaucoup l'OCT pour le diagnostic de l'hypertension intracrânienne, et en particulier pour le diagnostic de l'œdème papillaire. C'est sûr qu'il y a des limites. Hein. Il y a des limites, effectivement, à l'OCT, et que l'OCT peut être interprété, surtout quand, effectivement, le problème de l'atrophie se pose quand on est dans le cadre d'une récidive. Mais généralement, dans le diagnostic, bien sûr, d'une hypertension intracrânienne, dont le diagnostic et la quantification de l'œdème papillaire se base sur l'OCT. Je vais en parler demain dans l'hypertension. Mais le problème, c'est que l'œdème papillaire dans le cadre de l'HTIC, c'est généralement un œdème qui est flagrant. C'est-à-dire c'est un œdème généralement stade 3 ou stade 4. C'est un œdème qui est très très important. Et le problème, quand on a un œdème papillaire très important, l'appareil, il trouvera des difficultés à la segmentation des différentes couches de la papille. Donc il ne sera pas trop fiable pour analyser et quantifier cet œdème papillaire. Et en plus de ça, l'œdème papillaire de l'HTIC, il prendra beaucoup de temps pour régresser. Malgré qu'il y aura une amélioration, le même aspect, on va le constater dans les 3 ou les 4 semaines qui suivent l'évolution, malgré qu'on est efficace sur le traitement. Donc, généralement, l'OCT, il ne sera pas d'une grande utilité ni dans le diagnostic, ni dans le suivi. Et maintenant, je signale l'intérêt du champ visuel dans le diagnostic et dans le suivi de l'œdème papillaire. C'est un peu... Non, c'est... Bien... oui, pardon. Vous voulez dire, c'est que quand l'œdème papillaire est très important, c'est là où l'OCT a ses limites. Oui. Quand il est modéré à minime, il a un intérêt. Voilà. C'est juste pour... Et le problème, c'est que quand on parle de l'œdème papillaire dans l'HTIC, généralement, c'est un œdème papillaire qui est très, très important. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas toujours très important. Et d'ailleurs, les malades qui posent le plus de problèmes dans les diagnostics de l'hypertension intracrânienne, c'est les œdèmes modérés. C'est eux qui posent le problème du diagnostic. Effectivement, quand il y a de toute façon un œdème très important, on n'a pas besoin de l'OCT. Mais justement, quand il y a il existe pas mal, bien sûr, d'hypertension intracrânienne avec des œdèmes très modérés et où se pose d'ailleurs le problème du diagnostic différentiel avec parfois les faux œdèmes papillaires. Certes, je suis d'accord que pour la surveillance de l'œdème papillaire, c'est beaucoup plus de champ visuel, mais à long terme, c'est-à-dire dans la surveillance régulière, on ne va pas faire une OCT toutes les semaines ou là, tous les mois, même tous les mois. On ne va pas surveiller avec l'OCT, on surveille avec le champ visuel, mais éventuellement à l'OCT à long terme, c'est-à-dire à 6 mois, on peut réévaluer. C'est vrai que l'œdème papillaire, de toute façon, il ne va pas régresser en quelques semaines, mais une OCT à 6 mois, une OCT à 1 an, peut bien sûr nous montrer la régression de l'œdème papillaire. Nous, on l'utilise sincèrement. Nous, on n'utilise pas du tout l'OCT dans la sclérose en plaques. L'indication de l'OCT en neurologie, c'est vraiment, en tout cas dans notre pratique, c'est vraiment les diagnostics de l'hypertension intracrânienne quand l'œdème papillaire n'est pas important. Ou même parfois quand il est important, ne serait-ce que pour... Et le problème, c'est que toujours on croit à ce que l'OCT, il permet de confirmer le diagnostic différentiel ou de faire la part entre un vrai œdème et un pseudo-œdème. Donc ça, c'est un petit peu faux. Pourquoi? Parce que pour écarter un faux œdème, donc il faut faire l'angiographie à la fluorescéine plutôt que l'OCT. L'OCT ne pourra jamais faire la part entre ces deux entités. Et il faut toujours faire attention, malgré qu'il s'agit d'un œdème modéré, donc le suivi ne doit pas se contenter d'un OCT, mais toujours il faut faire un champ visuel, un examen clinique, parce que parfois une diminution de l'épaisseur du RNFL peut ne pas être une amélioration, mais peut être une aggravation en rapport avec une atrophie papillaire. On est tout à fait d'accord. Effectivement que parfois il y a des limites, parce que quand il y a effectivement, mais généralement ça c'est le plus difficile, c'est quand dans le diagnostic, en particulier dans le diagnostic de la récidive, c'est-à-dire c'est une malade qui a déjà fait un œdème et qui évolue vers
l'atrophie optique, qui peut faire une réaggravation de la symptomatologie et probablement une réinstallation d'un œdème papillaire qui va passer inaperçu. Parce que de toute façon, justement, si on mesure l'épaisseur sur une papille qui est déjà atrophique, même s'il y a de l'œdème, elle va être, bien sûr, l'épaisseur va être normale. Il y a des cas particuliers où on... Et dans ce cas-là, l'OCT n'aura pas un grand intérêt. Oui, mais justement, c'est les seuls cas où l'OCT n'a pas l'intérêt. De toute façon, quand on lit un petit peu, moi, je fais beaucoup d'hypertension intracrânienne, idiopathique, et on voit beaucoup et énormément. Et même quand on lit la littérature, bien sûr, l'OCT a tout à fait sa place et les gens continuent et font bien sûr des OCT. D'ailleurs, il y a des évolutions de l'OCT. Vous avez parlé essentiellement de l'OCT en domaine spectral, parce qu'il faut faire la différence. Il y a l'OCT en domaine spectral, mais il y a d'autres techniques d'OCT. Actuellement, toutes les OCT qui sont présentes sont en domaine spectral. Mais il y a les OCT aussi vasculaires. Il y a beaucoup d'évolutions sur les OCT vasculaires qui s'intéressent et qui, d'ailleurs, dont l'aspect en particulier des diagnostics différentiels donne parfois des informations beaucoup plus précises quand on étudie l'OCT vasculaire aussi. Je ne sais pas où faire. Non, c'est juste par rapport à la sclérose en plaques. C'est sûr que l'OCT n'a pas d'intérêt pour le diagnostic, c'est-à-dire qu'on a les éléments pour le diagnostic, mais maintenant l'OCT est utilisé dans le pronostic. C'est-à-dire que quand on veut évaluer c'est-à-dire les facteurs de mauvais pronostic qui vont indiquer un traitement beaucoup plus agressif, le fait d'avoir un OCT pathologique est un élément qui va nous pousser à être beaucoup plus agressif par rapport au traitement. Donc indépendamment, c'est-à-dire c'est pas du tout pour le diagnostic, mais par rapport au pronostic. Peut-être. Et voilà, donc pour décider de l'agressivité du traitement qu'on va utiliser. Ça intervient dans la décision thérapeutique? C'est en cours. C'est ça. C'est-à-dire que si on veut stratifier donc les facteurs pronostiques entre le sexe masculin, entre l'atteinte du tronc cérébral, entre l'atteinte médulaire, et l'OCT, il fait partie donc de ces critères. Et à ce moment-là, ça nous permet d'avoir un autre critère pour être beaucoup plus agressif par rapport au traitement de fond. Oui. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, donc on passe à la deuxième partie. Avant d'analyser une OCT pour voir si elle a été bien faite, donc on doit juste voir le chiffre en haut qui doit être... La qualité du signal qui varie en fonction des appareils. Normalement, chaque appareil, il a, c'est-à-dire les valeurs adaptées à elle. Donc, c'est le seul élément pour dire est-ce que c'est une imagerie de bonne qualité, oui ou non. Maintenant, on va passer au champ visuel, donc technique et interprétation. Donc déjà, pour commencer, c'est quoi le champ visuel? Donc le champ visuel, c'est l'espace perceptible par l'œil lorsqu'il est en position de vision primaire. C'est-à-dire, lorsqu'on ferme un œil et on fixe une cible, la perception de l'œil va s'étendre jusqu'à 80 à 90 degrés en temporal, 50 à 60 degrés en nasal, 45 à 50 degrés en supérieur, 60 à 80 degrés en inférieur. Certes, vous allez constater qu'il y a des variabilités des limites de l'étendue du champ visuel. Ceci est secondaire aux variations de la morphologie de la face, en particulier des rebords orbitaires et du nez. Donc, quand on parle de l'exploration du champ visuel, ceci, bien sûr, il va permettre une étude des voies visuelles en allant de la rétine jusqu'au cortex occipital visuel. Et bien sûr, cette exploration, il va nous permettre de localiser le siège de la lésion sur cette voie visuelle. Donc, depuis les années 40, l'exploration du champ visuel, il se faisait par la périmétrie cinétique, ou c'est ce qu'on appelait le fameux Goldman, donc qui permettait une évaluation très large du champ visuel. Et c'était quand même un examen facile à interpréter, même par des interlocuteurs médicaux non ophtalmologistes.
Mais le problème de cet examen, c'est que c'était quand même un examen qui faisait une évaluation globale, qualitative du champ visuel, mais il ne permettait pas de quantifier ce déficit, de 1. C'était un examen qui est opérateur dépendant, donc ceci, il réduit énormément sa reproductibilité, et en plus de ça, les résultats, ils étaient non informatisés et difficiles à transmettre. Donc jusqu'aux années 70, où l'exploration du champ visuel, il a bénéficié de l'automatisation avec l'apparition sur le marché des périmètres automatisés statiques qui permettaient l'évaluation non seulement qualitative, mais également quantitative du champ visuel. C'est un examen qui est opérateur indépendant, c'est un examen qui a une reproductibilité beaucoup plus élevée, et les résultats, ils étaient quand même informatisés, schématisés, archivés, et de transmission aisée. Donc c'est pour cela que je vais profiter de cette présentation pour qu'on puisse un petit peu démystifier cette périmétrie automatisée qui prend toujours l'étiquette d'un examen difficile à interpréter par les neurologues et même par les ophtalmologistes. Surtout qu'actuellement, on parle de la périmétrie automatisée comme un examen de choix pour l'évaluation des anomalies du champ visuel dans le cadre d'une pathologie neuro-ophtalmologique. Donc, pour qu'on puisse comprendre par la suite le principe de réalisation du champ visuel et pour qu'on puisse interpréter facilement les relevés du champ visuel, donc ici vous avez trouvé une coupe transversale du globe oculaire. Au niveau de la rétine, il faut toujours distinguer 3 zones. Donc si on fait un agrandissement sur la rétine, donc c'est-à-dire rétine périphérique, rétine centrale, papille. Si on fait un agrandissement sur la rétine périphérique, vous allez constater qu'il est constitué par une succession de couches, les photorécepteurs, les cellules bipolaires, les cellules ganglionnaires, puis par la suite les axones qui vont cheminer tout au long de la rétine et convergent au niveau de la papille pour former le nerf optique. Les mêmes couches qui constituent la rétine périphérique constituent la rétine centrale. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux zones? Premièrement, c'est la densité en photorécepteurs qui est beaucoup plus élevée au niveau de la rétine centrale. C'est ce qui explique que cette rétine centrale, elle va être beaucoup plus sensible même à des stimuli de petite et de faible intensité. D'accord? Et la deuxième particularité, c'est l'organisation entre les différentes couches qui organisent la rétine. Plus on est au centre, plus vous allez constater qu'une seule cellule ganglionnaire, elle va être liée à une seule cellule bipolaire et à une seule cellule photoréceptrice. Ceci explique qu'un stimuli de petite taille et de faible intensité peut quand même activer une cellule photoréceptrice, déclencher de la phototransduction, générer un influx nerveux pour que le stimulus soit perçu. Contrairement à ce qui se passe au niveau de la périphérie rétinienne, une seule cellule bipolaire, il va être connectée à plusieurs cellules, une seule cellule ganglionnaire, il va être connectée à plusieurs cellules bipolaires, à plusieurs cellules photoréceptrices. Dans ce cas-là, on aura besoin quand même d'un stimulus de grande taille et de forte intensité pour qu'on puisse activer tous ces photorécepteurs et générer finalement un influx nerveux pour que le stimulus soit perçu. Donc pour récapituler, donc il faut savoir que le pic de sensibilité rétinienne, il correspond, malheureusement, c'est pas grave. Donc le pic de sensibilité rétinienne en haut, donc il correspond au centre de la macula. Allez. Donc il faut savoir que le pic, il est un petit peu difficile à maîtriser par donc le pic de sensibilité rétinienne, il correspond au centre de la macula. Donc au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce centre de la macula, la sensibilité rétinienne, il va diminuer progressivement. Et cette sensibilité rétinienne, il est chiffré en décibels en bas. D'accord? Donc, le deuxième message clé que j'aimerais bien vous passer, c'est que plus on est dans une zone de sensibilité rétinienne, j'aimerais bien voir un micro. Donc voilà. Donc le pic de sensibilité rétinienne, il correspond au centre de la macula. D'accord? Donc plus on s'éloigne vers la périphérie, plus la sensibilité rétinienne il va diminuer. Et cette sensibilité rétinienne, il est mesuré en décibels.
Donc, quand on est dans une zone de sensibilité rétinienne beaucoup plus importante, donc il faut savoir qu'un stimulus de petite taille et de faible intensité peut être perçu. Mais plus on s'éloigne de la rétine centrale, un stimulus de grande taille et de forte intensité est nécessaire pour qu'elle soit perçue. Il faut savoir également qu'à chaque intensité de signal correspond une sensibilité rétinienne. Donc, c'est comme ça que l'appareil, il va nous donner une idée sur la sensibilité rétinienne au niveau de chaque point, c'est-à-dire en se fiant à des stimuli d'intensité particulière. Donc voilà, pour récapituler. Donc quel est le principe de cette périmétrie automatisée? Donc cette périmétrie automatisée, il va évaluer la sensibilité rétinienne au niveau de différents points de la rétine, en bas. Donc par exemple, si on veut évaluer la sensibilité rétinienne au niveau d'un point Y de la rétine, l'appareil, il va projeter un stimuli d'intensité X et il va augmenter cette intensité jusqu'à ce que le stimulus soit perçu pour le patient. Donc, et en parallèle, il faut savoir qu'à chaque intensité du signal correspond une sensibilité rétinienne. Donc, c'est comme ça que l'appareil, elle va apprécier la sensibilité rétinienne à différents points de la rétine. Donc, le champ visuel du patient, il va toujours être reporté sur un schéma. Donc, le centre du schéma, il correspond au pic de sensibilité le plus élevé. En temporal du point de fixation, vous allez trouver une tache rouge. C'est la tache aveugle qui correspond à la papille. À cet endroit, la perception, elle est nulle. C'est-à-dire, on ne perçoit aucun stimulus à ce niveau-là. Donc, l'évaluation du champ visuel, quels sont les périmètres automatisés qui sont présents actuellement sur le marché? C'est l'Octopus, le Humphrey et le Metrovision, mais le Humphrey, c'est le champ visuel le plus commercialisé à l'échelle mondiale et internationale. Donc, est-ce qu'il y a une préparation particulière à faire avant de réaliser le champ visuel? Donc, généralement, non. Donc, le patient, il ne doit pas être dilaté. Il faut toujours expliquer au patient le déroulement de l'examen. Il faut insister à ce que le patient soit concentré tout au long de la réalisation de l'examen. Il faut demander à ce que le patient soit patient. Pourquoi? Parce que c'est un examen qui est quand même chronophage, donc ça consomme beaucoup de temps. L'évaluation du champ visuel de chaque œil, il peut durer entre 6 à 15 minutes. Est-ce qu'il y a un protocole à choisir? Oui. Donc, quand on veut évaluer le champ visuel par une périmétrie automatisée, donc il faut toujours choisir le protocole test seuil 32 degrés avec une stratégie CETA-FAST. C'est-à-dire quoi un test seuil 32 degrés? C'est-à-dire on va évaluer la sensibilité rétinienne au niveau de 76 points éparpillés dans les 30 degrés centraux du champ visuel. Et l'appareil, il va utiliser une stratégie particulière pour évaluer ce seuil de sensibilité au niveau de ces différents points. Donc, comment se déroule l'examen? L'examen, il va se dérouler en position donc assise, donc toujours la tête collée à la têtière, le menton à la mentonnière. On va donner à la patiente une poire réponse et on va lui demander de cliquer sur cette poire réponse à chaque fois qu'elle va percevoir un stimulus. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la coupole? On demande toujours à la patiente de fixer une cible. Donc, cette cible, elle est représentée par 4 points, donc par ces 4 points rouges. Et par la suite, on va demander à la patiente, la coupole, il va projeter donc les stimuli partout dans la coupole. Et la patiente, à chaque fois qu'il va percevoir ce stimuli, il va cliquer sur la poire réponse. Donc, de l'autre côté de l'examen, c'est-à-dire la coupole, il va être connectée à un PC. Il faut toujours introduire les données du patient et en particulier l'âge, parce que également quand on parle du champ visuel, les données du patient, ils vont être contrôlées ou comparées à des valeurs normales par rapport à l'âge. Donc maintenant, dès que l'examen se termine, vous allez trouver ce relevé qui va s'afficher sur l'écran du PC. Donc il faut toujours commencer par la partie supérieure du relevé. Donc il faut vérifier les données du patient. Donc il faut vérifier le protocole utilisé. Est-ce qu'il s'agit bien d'un test seuil central 32 degrés avec une stratégie CETA-FAST? Puis par la suite, il faut vérifier les critères de fiabilité du test. Donc est-ce que c'est un test qui est correct ou non? Par la vérification du perte de fixation, des erreurs faux positifs et des erreurs faux négatifs. Donc les pertes de fixation, ils doivent toujours rester inférieures à 25% si on veut considérer que c'est un champ visuel qui est correct. Ça veut dire quoi, la perte de fixation? C'est-à-dire, quand l'examen, au cours du déroulement de l'examen,
l'appareil, il vérifie toujours est-ce que le patient, il fixe les 4 points rouges, oui ou non. Comment il va faire ça? Il va projeter un stimulus sur la tâche aveugle. Le patient, il est censé ne pas la voir, mais s'il clique sur la poids-réponse, dans ce cas-là, il y a un déplacement de la tâche aveugle. Donc, il y avait une perte de fixation. Donc, la perte de fixation, il doit toujours être inférieure à 25% pour qu'on considère que l'examen il est correct. Puis, par la suite, il faut évaluer les faux positifs. Les faux positifs, ils doivent rester toujours inférieurs à 15%. Ça veut dire quoi, les faux positifs? Au cours du déroulement de l'examen, donc, l'appareil doit toujours contrôler le degré de concentration du patient. Et à chaque fois que l'appareil il émet un stimuli lumineux, il émet également un bruit sonore. Mais pour vérifier la concentration du patient, parfois il émet un bruit sonore, mais sans émission de stimuli. Le patient il va cliquer sur la poids-réponse, c'est un faux positif. Donc puis par la suite, il faut évaluer les faux négatifs qui doivent rester également inférieurs à 15%. Ça veut dire quoi les faux négatifs? Donc le patient, parfois, il peut percevoir un stimuli particulier à un point X. Et l'appareil, pour vérifier la concentration du patient, il va projeter un stimulus beaucoup plus intense au niveau du même endroit. Le patient, il est censé le voir, mais s'il ne le voit pas, donc c'est un faux négatif. Donc, puis par la suite, on va les seuils de sensibilité rétinienne qui sont mesurés par l'appareil, ils vont être représentés d'une manière qualitative et d'une manière quantitative. Toujours en neuro-ophtalmologie, il faut commencer par l'évaluation qualitative, c'est-à-dire, donc c'est l'équivalent du Goldman. Donc cette carte qu'on appelle la présentation au niveau de gris, d'accord, il attire d'emblée l'attention vers la présence d'un déficit du champ visuel. Donc ce déficit du champ visuel, il faut toujours savoir décrire sa forme et sa localisation, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un déficit central quand il touche le point de fixation? Est-ce qu'il s'agit d'un déficit sécocentral lorsqu'il s'étend du point de fixation à la tâche aveugle? Est-ce qu'il s'agit d'un déficit fasciculaire, d'un déficit altitudinal, d'un déficit hémianopsique ou quadranopsique? La deuxième question qu'il faut se poser, donc, est-ce qu'il s'agit d'un déficit uni ou bilatéral? Pourquoi? Parce que généralement, quand il s'agit d'un déficit unilatéral, la lésion elle est située en préchiasmatique, c'est-à-dire soit qu'il s'agit d'une atteinte de la rétine ou du nerf optique, mais lorsqu'il s'agit d'une atteinte bilatérale au niveau du champ visuel, donc c'est généralement une atteinte chiasmatique ou rétrochiasmatique, sinon c'est une atteinte au niveau des deux nerfs optiques ou des deux rétines. Pour pouvoir trancher entre ces deux situations quand l'atteinte du champ visuel il est bilatéral, il faut toujours analyser le respect ou non du méridien vertical. Lorsqu'il y a un respect du méridien vertical, généralement c'est une atteinte chiasmatique ou rétrochiasmatique. Donc bien sûr, on a identifié le déficit, on s'est repéré sur le siège de la lésion sur la voie visuelle. Maintenant, il faut quantifier ce déficit, et d'ailleurs c'est l'intérêt du champ visuel automatisé. Donc comment on peut le quantifier? Donc les mesures de la sensibilité rétinienne au niveau des différents points de la rétine vont être représentées sur une carte numérique des seuils de sensibilité qui va nous servir par la suite pour établir ce qu'on appelle la carte de déviation totale. Donc au niveau de la carte de déviation totale, chaque point de la carte de déviation totale, il correspond à la différence entre la sensibilité rétinienne du patient et la sensibilité rétinienne normale par rapport à l'âge. Je pense que j'ai un petit peu débordé. Parfait. Donc je vais essayer de faire vite. Voilà. Donc chaque point de la carte de déviation totale, il correspond à la différence entre la sensibilité rétinienne du patient et la sensibilité rétinienne normale par rapport à l'âge. Donc à chaque fois qu'on va trouver un zéro, c'est-à-dire que les performances du sujet, ils sont égales aux performances normales, aux performances d'un sujet normal par rapport à l'âge, plus c'est un chiffre négatif, plus les performances du sujet testé, ils sont beaucoup plus inférieurs aux performances d'un sujet normal. Donc l'objectif de cette carte de déviation totale, c'est ce MD, ou c'est ce qu'on appelle la déviation moyenne. Donc c'est un indice qui est très important. Il nous oriente vers la présence d'un déficit de sensibilité du champ visuel du patient. Donc plus sa valeur absolue est élevée, plus on a une anomalie au niveau du champ visuel. Et voilà.
Puis par la suite, on aura besoin d'un deuxième indice qui est le PSD, ou c'est ce qu'on appelle le Pattern Standard Deviation ou la déviation individuelle. Donc c'est un indice qui permet d'évaluer la non-uniformité du champ visuel, c'est-à-dire il recherche la présence d'une région dont la sensibilité rétinienne est inférieure à la sensibilité rétinienne moyenne du sujet. Donc pour récapituler, pour ne pas trop tarder, donc quand on veut évaluer un champ visuel en neuro-ophtalmologie, donc il faut toujours commencer par vérifier est-ce que l'âge du patient est mentionné ou non. Donc il faut vérifier le protocole utilisé, est-ce qu'il s'agit bien d'un test seuil 30 ou 22 degrés avec une stratégie CITA-FAST. Il faut vérifier les critères de fiabilité. Donc il faut vérifier le pic de sensibilité rétinienne et à chaque fois qu'on a une valeur affichée sur le relevé, s'il est anormal, il va être accompagné à un symbole de probabilité. Parce que c'est comme l'OCT, je ne peux pas vous donner une valeur normale, donc parce que c'est une évaluation comparative par rapport à des valeurs normales par rapport à l'âge. Donc à chaque fois qu'on a une valeur numérique, elle va être accompagnée par un symbole de probabilité qui va vous dire que c'est un chiffre qui est anormal. Puis par la suite, on va se fier à l'évaluation qualitative sur la représentation en échelle de gris, donc qui va nous permettre d'identifier le déficit pour pouvoir se repérer et dire où se situe le siège de la lésion sur la voie visuelle. Puis par la suite, on peut directement interpréter les indices globaux. Donc ce n'est pas la peine de faire attention à ce qui se passe au niveau des différentes cartes. Ce sont des cartes qui nous intéressent, nous les ophtalmos, par exemple pour interpréter des champs visuels de patients glaucomateux. Donc on peut directement passer aux indices globaux. Ces indices globaux, en particulier le MD, ils nous orientent vers la présence d'un déficit de la sensibilité au niveau du champ visuel qu'il va quantifier. Et on va compléter cette analyse par le PSD ou la déviation individuelle qui va nous dire qu'il s'agit bien évidemment d'un déficit de la sensibilité du champ visuel, mais aux dépens d'un scotum. Donc qui va également quantifier, et c'est ces indices globaux qui vont nous permettre par la suite de faire le suivi de cette anomalie du champ visuel. Merci.